merci beaucoup Saïd pour cette très gentille introduction. Ça ne se voit pas, mais je rougis. C'est vraiment très très gentil. Et bonsoir Samir et bonsoir Fred. Je suis vraiment très heureux, chers amis et chers amis, d'être avec vous ce soir pour effectivement couvrir ce sujet de l'évaluation. Finalement, on pourrait intituler cette réunion l'évaluation hémodynamique de l'hypertension artérielle pulmonaire, l'échocardiographie, donc du non-invasif à l'invasif qu'est le cathétérisme cardiaque. Alors moi, je vais évidemment me focaliser sur les aspects échocardiographiques et pour commencer, je vous laisse quelques secondes pour prendre connaissance de mes liens d'intérêt avec les sociétés qui toutes celles que vous voyez ici fabriquent des médicaments, effectivement, comme le disait Saïd, pour améliorer la qualité de vie et la capacité d'effort de nos malades qui souffrent d'hypertension artérielle pulmonaire. Alors peut-être juste quelques diapositives. Vous connaissez tout ça, bien sûr, mais c'est important, je pense, de commencer par rappeler où nous en sommes en termes de définition et d'évaluation générale de l'hypertension pulmonaire. On rappelle simplement que l'hypertension pulmonaire, c'est une définition hémodynamique qui requiert une caractérisation par un cathétérisme cardiaque droit et qui, jusqu'à aujourd'hui, d'après nos recommandations, correspond à une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure ou égale à 25 mm de mercure, que l'on peut ensuite subdiviser en deux composants, une forme précapillaire ou une forme postcapillaire, selon que la pression d'occlusion pulmonaire soit inférieure ou égale à 15 pour les formes précapillaires ou strictement supérieure à 15 pour les formes postcapillaires. Vous savez qu'on a aussi cette subdivision entre les formes postcapillaires isolées ou celles qui correspondent à une combinaison entre une forme post et précapillaire. C'est un vrai problème qui se pose pour nous, cardiologues, et pour l'ensemble de la communauté d'hypertension pulmonaire. Cette distinction est faite essentiellement sur le calcul de résistance vasculaire pulmonaire inférieure ou égale à 3 pour les formes isolées et supérieure strictement à 3 pour les formes combinées post- et précapillaires. Ça, c'est la définition des recommandations. Je vais revenir dessus un tout petit peu plus loin. Vous savez que cette définition est en train de se modifier. Ce sera peut-être l'occasion d'en parler pendant les questions-réponses. Saïd l'a rappelé, on a une classification qui comprend 37 étiologies, 15 dans l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est le groupe 1. Vous avez ici sous les yeux cette classification dite de Nice qui a été un peu modifiée au fil du temps, mais qui finalement reste relativement constante en termes de distinction entre la forme d'hypertension artérielle pulmonaire, le groupe 1, le groupe 2, les formes liées aux maladies cardiaques gauches, le groupe 3, lié aux maladies respiratoires ou avec ou sans hypoxie, le groupe 4, l'hypertension post-embolique, et le groupe 5, c'est ce groupe qui comprend toutes ces étiologies pour lesquelles on a soit des causes multifactorielles, soit des causes qui sont finalement relativement peu claires et qu'on n'arrive pas à classer autrement. C'est important dans le cadre de notre discussion d'aujourd'hui et dans l'absolu d'ailleurs, de rappeler que nous avons la chance d'avoir des traitements pour deux formes d'hypertension pulmonaire que sont l'hypertension artérielle pulmonaire, l'HTAP, et l'hypertension pulmonaire post-embolique, le groupe 1 donc, et le groupe 4. On a des traitements, on a des algorithmes thérapeutiques et on peut d'ailleurs dire que pour des maladies qui sont relativement peu fréquentes, c'est assez exceptionnel d'avoir des algorithmes thérapeutiques et des perspectives de traitement. Simplement, ce que nous savons, et c'est notre vie de tous les jours, que ce soit au Maroc, en Belgique ou en Suisse, les formes que nous voyons le plus souvent, 80% d'entre elles, ce sont essentiellement des groupes 2 et des groupes 3. Ce sont des formes post-capillaires liées à une maladie cardiaque ou des formes précapillaires liées à une maladie respiratoire. Dans la plupart des cas, l'hypertension pulmonaire survient comme un symptôme de la maladie sous-jacente, mais bien entendu, nous aurons une proportion de patients qui développeront des vraies maladies vasculaires pulmonaires, des formes précapillaires avec une élévation significative des résistances et des pressions. Dans la majorité des cas, les formes seront simplement des formes dites passives et l'hypertension pulmonaire sera un biomarqueur ou un symptôme de plus de la maladie sous-jacente. Ces formes précapillaires, ou les formes plus sévères, concernent de l'ordre de 10% des patients dans l'insuffisance cardiaque, 1 à 3% des patients qui souffrent de pathologie pulmonaire interstitielle et de BPCO. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a très très peu de malades qui développent des hypertensions pulmonaires liées au syndrome d'apnée de sommeil. Donc, les formes les maladies vasculaires pulmonaires, finalement, même dans ces formes les plus fréquentes, restent relativement rares. Alors, la question qui se pose est pourquoi
on fait de l'échocardiographie dans l'hypertension pulmonaire. Et c'est impossible de distinguer l'aspect d'HTAP de l'aspect de diagnostic différentiel. Et donc, finalement, les deux situations, ou plutôt les deux raisons principales pour lesquelles on utilise l'échographie dans l'hypertension pulmonaire, c'est le diagnostic, avec l'établissement d'un niveau de suspicion et une probabilité clinique. Le diagnostic différentiel, comment fait-on la distinction entre un groupe 2 et un groupe 1? Est-ce qu'il y a une pathologie cardiaque sous-jacente? Est-ce qu'il y a une maladie valvulaire ou non? Le dépistage dans les groupes à risque, on sait aujourd'hui que l'échocardiographie est un examen très important chez des malades qui souffrent de connectivite, principalement de sclérose systémique, mais également chez les patients pour lesquels on a identifié, ou dans les familles de patients chez lesquels on a identifié une mutation génétique qui prédispose à l'HTAP. Et enfin, le pronostic et le suivi est très important, et l'apport de l'écho est très important dans le pronostic et le suivi. Il y a évidemment des éléments additionnels qui font de l'écho un outil important dans les possibilités, dans l'arsenal d'outils des spécialistes de l'hypertension pulmonaire ou des cardiologues, c'est l'évaluation du ventricule droit. L'évaluation, et c'est de plus en plus fréquent maintenant, de l'importance d'une régurgitation tricuspidienne, mais aussi l'échographie 3D et l'échographie à l'effort. Alors, si vous voyez ceci, on pourrait parler pendant des heures, je ne vais évidemment pas le faire, mais on pourrait parler pendant des heures de ces différents aspects. Je voudrais simplement me concentrer sur l'aspect de diagnostic, un petit peu le diagnostic différentiel, et vous dire quelques mots de l'évaluation de la fonction ventriculaire droite, parce que ce sont des éléments qui sont importants dans notre compréhension et notre évaluation de l'hypertension pulmonaire. Ce que vous voyez ici, c'est le diagnostic, l'algorithme diagnostique de l'hypertension pulmonaire. C'est un algorithme général. Vous le voyez, c'est celui qui a été validé par les sociétés savantes, la Société respiratoire et le Société de cardiologie européenne. Et vous voyez que dès le début de l'algorithme, on met en évidence l'échocardiographie avec l'établissement d'une probabilité échocardiographique d'une hypertension pulmonaire. Donc on part de symptômes, de signes et d'une histoire qui est suggestive avec la maladie. Et souvent, on a coutume de dire, mais finalement, ce que l'on fait, c'est de faire du diagnostic différentiel de dyspnée inexpliquée. Eh bien, l'échocardiographie, c'est vraiment l'élément qui est le plus important dans la probabilité ou dans l'établissement de la probabilité clinique. Et comme vous voyez, si votre probabilité clinique est élevée, vous commencez à dérouler l'algorithme diagnostique en ajoutant d'autres éléments et d'autres examens qui vous permettront de poser le diagnostic qui sera finalement posé par le cathétérisme cardiaque. Alors, quelques préambules quand même, c'est très important de se rappeler que l'écho devrait être réalisé lorsque l'hypertension pulmonaire est suspectée. Donc c'est ce que nous disons. Alors en tant que cardiologue, c'est pas tellement notre problème puisqu'on le réalise de façon assez régulière, mais c'est ce que nous disons à nos collègues pneumologues. Adressez-nous les patients pour que nous puissions réaliser une écho lorsque vous avez une suspicion que la dyspnée pourrait être pourrait être liée à de l'hypertension pulmonaire. Attention, l'écho n'est pas suffisante pour déterminer une décision thérapeutique. On aura toujours besoin d'un cathétérisme cardiaque de validation. Une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, j'y reviendrai avec les propositions de nouvelles définitions, c'est qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de déterminer un seuil d'hypertension pulmonaire simplement sur base d'une vitesse de régurgitation tricuspidienne. Donc, vous savez qu'il y a plein de valeurs qui ont été proposées. Nous estimons que le simple calcul ou l'estimation de la pression n'est pas suffisante pour déterminer le niveau d'hypertension pulmonaire, en tout cas pour poser un diagnostic ou suspecter un diagnostic. Et finalement, l'écho va nous permettre de déterminer un niveau de probabilité d'hypertension pulmonaire basé sur deux combinaisons. D'une part, le gène d'insuffisance tricuspide et d'autre part, d'autres signes échocardiographiques. C'est cela qui nous permet de dire que ce patient a une probabilité faible, intermédiaire ou élevée d'hypertension pulmonaire. La présence ou l'absence de facteurs de risque d'HTAP ou de forme post-embolique nous amène à déterminer une suspicion clinique et à rentrer dans l'algorithme thérapeutique, dans l'algorithme diagnostique, et de dérouler les examens complémentaires tels que l'angiographie pulmonaire si c'est nécessaire, tels que la scintigraphie de ventilation et de perfusion et d'autres tests qui vont nous permettre d'aboutir au diagnostic.
Je vais maintenant me focaliser évidemment sur ces deux aspects que vous voyez ici au sommet, le jet d'insuffisance tricuspide et ces autres signes échocardiographiques. Alors ça, c'est le b.a.-ba de ce qu'on apprend quand on commence à faire de l'écho dans n'importe quel labo d'écho. On estime la pression systolique du ventricule droit à partir du jet d'insuffisance tricuspide qu'on porte au carré, qu'on multiplie par 4. Ça nous donne un gradient transtricuspidien auquel on ajoute une valeur de pression auriculaire droite, ce qui nous donne une estimation de la PAP systolique. J'insiste, c'est la PAP systolique que nous avons, ce n'est pas la PAP moyenne. Rappelez-vous, c'est la PAP moyenne qui fait le diagnostic. Il y a plusieurs méthodes pour attribuer un niveau de pression auriculaire droite qui ont été proposés. La plus fréquente dans les labos d'écho, c'est l'estimation du niveau de dilatation de la veine cave inférieure en expiration et en expiration qui nous permet d'attribuer une estimation de pression auriculaire droite par tranche de 5 mm de mercure en fonction de ces deux éléments. Et dans le cas présent, vous voyez qu'avec ce jet de régurgitation tricuspidienne, on arrive à estimer une pression artérielle pulmonaire systolique entre 65 et 70 mm de mercure, selon une pression auriculaire droite estimée entre 10 et 15 mm de mercure. Donc ici, vous avez déjà un exemple d'un cas typique qui était d'ailleurs une HTAP chez laquelle on peut mesurer une pression élevée. Alors, un petit rappel pour les plus jeunes qui commencent de l'écho et même pour les moins jeunes, c'est toujours intéressant de se replonger de la valeur du jet de la vitesse maximale du jet d'insuffisance tricuspide pour estimer la PAP systolique. Il faut savoir que cette vélocité, cette vitesse, est sous l'influence de l'âge et de l'indice de masse corporelle. Plus vous êtes âgé, plus vous êtes obèse, plus ce jet sera élevé, plus les valeurs normales seront élevées. Évidemment, la fenêtre acoustique, les mouvements respiratoires, l'alignement du jet régurgitant par rapport au feu de signal Doppler, ce sont des éléments de contrôle de qualité qui sont très importants pour pouvoir avoir une estimation qui soit la plus précise possible de la pression. N'oubliez pas, chez des malades qui sont en fibrillation atriale, la variabilité battement par battement, c'est quelque chose qu'on voit aussi en salle de cathé, mais évidemment qu'on voit sur les données échocardiographiques. Et attention, la sévérité, donc le volume de jet régurgité, va influencer la façon dont vous allez pouvoir estimer la PAP systolique à partir du jet d'IT. Dans les IT sévères, vous allez avoir une sous-estimation du gradient parce que vous aurez une égalisation précoce entre la pression ventriculaire droite et la pression auriculaire droite en télédiastole. Dans le cas d'une régurgitation triviale, vous aurez peut-être du mal à déterminer ou à dégager un tracé Doppler qui sera de qualité suffisante pour vous permettre de faire l'estimation. Alors, au-delà de la PAP systolique, vous vous souvenez, vous avez votre jet d'insuffisance tricuspide, plus d'autres signes. Ces autres signes, c'est l'analyse du ventricule, la taille de l'artère pulmonaire et la veine cave inférieure et l'analyse de l'oreillette droite. Autrement dit, c'est la combinaison de ces deux éléments qui va vous permettre de déterminer votre niveau de suspicion de probabilité échocardiographique et votre suspicion clinique. Pour les ventricules, on a des choses qu'on est bien en cardio, vous avez la taille du ventricule droit, vous avez ici un exemple qui est caricatural de dilatation ventriculaire droite, dilatation auriculaire droite, de mouvement paradoxal du septum, d'aplatissement du septum avec cette fameuse déformation en lettre D. Alors là, c'est un D qui est en très mauvaise santé avec un septum qui est refoulé du côté gauche au moment de la contraction par un VD très dilaté. Et on peut remarquer sur ces images aussi la présence d'un épanchement péricardique qui sont des signes qui vont nous donner une information supplémentaire à partir de la dimension ou du rapport entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Le temps d'accélération de l'artère pulmonaire est un autre élément qui est important. Vous avez un exemple ici de raccourcissement du temps d'accélération pulmonaire. Quand il est inférieur à 120 millisecondes, vous avez ici deux équations qu'on connaît bien au labo d'écho qui permettent d'estimer une PAP moyenne. Mais attention, cette estimation n'est pas basée à l'inverse du jet d'IT sur une relation mathématique, mais sur un calcul de corrélation à partir d'études de cohorte. Donc, il faut être très prudent dans l'estimation de la PAP moyenne à partir du temps d'accélération. Cependant, l'analyse de ce temps d'accélération est riche d'informations. Quand la pression augmente ou que les résistances augmentent, le temps d'accélération va diminuer. Le plus court sera ce temps d'accélération, le
plus haute sera la probabilité d'avoir une élévation de résistance. Et vous remarquerez que sur ce tracé, on a un autre élément qui est un jet d'insuffisance pulmonaire en plus de l'analyse du flux dans l'artère pulmonaire. C'est un test, enfin, pardon, c'est une analyse qui est importante dans l'analyse de base de l'échocardiographie dans l'HTAP. Quand on s'intéresse au flux pulmonaire, il y a un autre phénomène qui est très utile à observer. C'est ce que vous voyez sur le panneau 2 et le panneau 3. C'est ce phénomène de notching ou de décélération mi-systolique rapide avec une réaccélération du flux. Vous voyez ici une réaccélération précoce et une réaccélération plus tardive. La présence de ce signe est associée beaucoup plus spécifiquement pardon, à une élévation de résistance et soit à une perte de la compliance de l'artère pulmonaire, soit à un phénomène d'obstruction proximale, comme on peut le voir parfois chez les patients qui ont des hypertensions pulmonaires post-emboliques. Et pour nous, la présence de ce signe est pratiquement la signature d'une élévation exagérée des résistances vasculaires pulmonaires et fait basculer votre analyse écho plutôt vers le versant précapillaire que le versant post-capillaire. Donc, c'est un indice qui est utile à recueillir par votre analyse échocardiographique. L'artère pulmonaire, elle aussi, et sa dimension peut être mesurée à l'écho. Vous voyez ici un exemple chez un patient. C'est en réalité le même malade avec une HTAP, qui souffre d'une HTAP héréditaire. Vous voyez cette dilatation qui est déjà présente à l'état de base et qui se développe au fil du temps. On est quelques années plus tard. Et vous voyez ici des valeurs normatives avec 25 mm de mercure comme valeur seuil au-delà de laquelle on estime qu'une artère pulmonaire est dilatée. Ce que vous pouvez voir d'ailleurs, c'est ce qu'on observe dans la partie de gauche, de droite pardon, de la diapositive, c'est une dilatation de l'artère pulmonaire gauche qui est pratiquement une dilatation de type anévrismal. Et donc, cette dimension de l'artère pulmonaire est un indice que vous pouvez aussi mesurer ou estimer à l'échocardiographie. La veine inférieure, on en a parlé, ça fait partie de notre BABA, c'est important. Vous avez ici de nouveau, c'est le même patient que le précédent, une dilatation caricaturale de la veine cave inférieure qui n'est pas modifiée en inspiration. Donc, vous regardez deux choses, la taille, la dilatation, est-ce que le diamètre est supérieur ou inférieur à 21 mm, et l'évaluation des modifications de calibre au cours du cycle respiratoire. Un petit test que nous utilisons au labo d'écho, c'est un sniff test, simplement en demandant aux patients de renifler brutalement pour modifier les pressions intra-abdominales sans faire disparaître complètement la veine cave inférieure dans une inspiration prolongée. On peut également vérifier les modifications qui surviennent en respiration spontanée. L'oreillette droite, c'est la troisième et la dernière partie qui va nous intéresser. La présence d'une dilatation de l'oreillette droite, alors avec deux manières de l'évaluer, soit par la surface, soit par le volume, avec effectivement une bonne connaissance des valeurs normatives. Pour la surface, 18 cm². Le volume présente l'avantage d'avoir une analyse tridimensionnelle et donc vous avez des valeurs qui sont différentes chez l'homme et la femme. Chez la femme, on est à 33 ml par mètre carré, chez l'homme 39 ml par mètre carré. C'est très important de l'indexer par rapport à la surface corporelle et c'est probablement plus robuste que le volume est probablement une valeur plus robuste que la mesure des dimensions linéaires par les mesures de surface. De nouveau, c'est un indice qui est important dans votre évaluation échocardiographique. Alors, la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Vous savez qu'il y a maintenant une proposition de baisser la valeur normale de PAP moyenne, non plus à 25, mais à 20 mm de mercure. Ceci, c'est la proposition du dernier symposium mondial de l'hypertension pulmonaire. Vous voyez qu'on a réintroduit la résistance dans la proposition de définition pour les formes précapillaires supérieures ou égales à 3, les formes postcapillaires isolées inférieures à 3 et pré-postcapillaires supérieures ou égales à 3. Donc, ceci va évidemment compliquer la vie de l'échocardiographiste puisque déjà avec 25 mm de mercure de PAP moyenne, c'était très compliqué d'avoir une correspondance de pression. Si maintenant on baisse de 5 mm de mercure, on va se retrouver dans une situation un tout petit peu plus complexe. Cependant, si ceci est adopté dans les prochaines recommandations, ce que nous ne savons pas encore, cependant, il est probablement important de raisonner un peu différemment, indépendamment de la mesure de pression. C'est, comme je le disais tout à l'heure, de combiner la présence d'un jet de régurgitation tricuspide des signes échocardiographiques et de déterminer cette suspicion clinique. Lorsque vous avez une suspicion clinique qui est faible, l'hypertension pulmonaire est improbable, vous devez envisager soit un diagnostic alternatif, soit un follow-up écho. Si vous avez une probabilité intermédiaire, vous
probablement, effectivement, qu'il est indiqué de réaliser d'autres investigations, certainement si vous avez un patient qui fait partie d'un groupe à risque, et certainement chez les patients qui font partie de groupes à risque, on peut envisager la réalisation d'un cathétérisme du cœur droit. Évidemment, si la probabilité est élevée, là, le cathétérisme et le bilan diagnostic différentiel devient essentiel pour faire le tri des différentes formes d'hypertension pulmonaire. Mais de nouveau, c'est la combinaison de la mesure de pression, les autres signes échocardiographiques, plus la suspicion clinique qui vous amèneront à faire cette distinction et à aller plus loin dans la mise au point de ce patient. Je vais vous dire un petit mot très rapide de la distinction entre l'HTAP ou les formes précapillaires, disons, et les formes liées aux maladies du cœur gauche. À l'écho, on a l'habitude en tant que cardiologue de regarder beaucoup le cœur gauche, un petit peu moins le cœur droit. Mais vous avez ici une série d'items qui sont importants pour faire déjà vous donner une probabilité de diagnostic différentiel entre un cœur gauche comme cause d'hypertension pulmonaire et l'HTAP. Et en particulier, dans les formes liées aux maladies cardiaques gauches, la présence d'un volume de l'oreillette gauche élevé ou d'une imagerie de déformation de l'oreillette gauche abaissée sont hautement suggestives, sont deux items qui sont hautement suggestifs d'une hypertension pulmonaire liée aux maladies du cœur gauche. Plus vous avez de signes droits comme le mouvement paradoxal du septum, la dilatation du VD, les anomalies du Doppler du flux pulmonaire, la présence de penchements péricardiques, plus vous allez aller pencher, enfin, plus la balance va pencher vers l'HTAP. À l'inverse, les patients qui ont des maladies du cœur gauche ont de façon assez exceptionnelle des signes droits, mais ça peut bien entendu arriver, principalement chez des patients qui ont des pathologies valvulaires ou qui ont des pathologies cardiaques restrictives ou de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Donc déjà, avec l'écho, vous avez la possibilité d'aller plus loin dans le diagnostic différentiel. Le dernier aspect, enfin c'est pas le dernier, mais c'est un, en tout cas pour aujourd'hui, c'est l'aspect de l'évaluation de la fonction cardiaque droite. Et ça, c'est vraiment fondamental, peut-être dans un deuxième temps d'évaluation échocardiographique, de s'intéresser de près à la fonction du VD. Alors c'est évidemment un peu comme chercher le Saint Graal que d'essayer de trouver un indice ou des indices qui soient des indices fiables de fonction ventriculaire droite, essentiellement comme vous le voyez ici, parce que la forme du ventricule droit, à l'inverse du ventricule gauche, est une forme triangulaire, en croissant. Le ventricule droit, quand il se développe, il s'enroule autour du ventricule gauche. Et surtout, à l'inverse de ce qui se passe à gauche, vous avez une composante qui est la chambre de chasse du ventricule droit, qui contribue pour une partie qui est de l'ordre de 25 à 30% dans la force contractile ou dans l'activité du ventricule droit. Ce n'est pas la même chose à gauche. Ce n'est pas 25 à 30%. Dans le ventricule droit, c'est très particulier. Et cette partie-là, on a du mal à l'évaluer par les techniques échocardiographiques. Je ne vais pas rentrer dans les grands détails, mais vous avez des mesures directes et des mesures indirectes de fonction systolique. Les mesures directes, c'est le TAPS, c'est le changement de surface, le changement de surface en systole et diastole, c'est l'analyse par Doppler tissulaire de la vitesse, des vitesses intramyocardiques au niveau de l'anneau tricuspidien, et c'est l'indice de Tay, donc l'indice de performance myocardique, qui est un indice composite qui comprend le temps de relaxation, le temps de contraction et le temps d'éjection, qui est, je dois bien l'avouer, relativement peu utilisé en clinique de tout le jour. En tout cas, nous l'utilisons relativement peu. Ça, ce sont les signes directs. Et vous avez des signes indirects, on en a parlé, vous en avez vu, c'est le mouvement paradoxal du septum, le rapport entre les deux ventricules, la vitesse de régurgitation de l'insuffisance tricuspide, ça c'est l'estimation de pression, et les modifications diastoliques, en particulier le rapport au surat du ventricule gauche, mais aussi les modifications de la performance ventriculaire gauche qui sont perturbées par la dilatation du ventricule droit. Ce sont des manières indirectes d'évaluer la fonction cardiaque droite. Alors, le plus connu, c'est le TAPS, vous le voyez ici. Et finalement, ce mouvement monodimensionnel, c'est un peu le même principe que ce que l'on mesurera avec l'onde tricuspide au Doppler tissulaire. Vous avez ici un patient dont le mouvement annulaire du septum est dans les valeurs normales. Vous pouvez mesurer la fraction de contraction en deux dimensions, donc on passe du mono au bidimensionnel, en prenant la surface en télédiastole et la surface en télésystole. Ce rapport de surface vous donne le fractional area contraction. C'est une manière de passer à un niveau supérieur dans la précision, en tout cas dans l'évaluation de l'échocardiographique.
de l'échocardiographie. Et vous avez évidemment l'analyse en 3D que je ne vais pas détailler parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. C'est cependant, dans le futur, probablement une évaluation qui est très importante dans la manière d'envisager la fonction ventriculaire droite et peut-être de pousser un peu plus loin, de repousser un petit peu plus les barrières de l'évaluation hémodynamique non invasive. Les limitations, vous les connaissez, mais c'est important de les rappeler. Toutes les mesures que nous allons faire sont dépendantes de la précharge. Et en plus de ça, vous avez des modifications, plutôt des limitations qui sont spécifiques à chacune des mesures. Si on prend le TAPS, par exemple, l'analyse du TAPS est très utile, très facile à mesurer, mais on néglige les mouvements de la paroi libre du ventricule droit et du septum. Donc ça n'est pas un indice complet de la fonction systolique du ventricule droit. Vous avez aussi des phénomènes de traction du ventricule gauche et des translations des mouvements du cœur à l'intérieur de la poitrine qui vont modifier forcément les mesures monodimensionnelles. Le fractional area contraction, de nouveau, on néglige la chambre de chasse du ventricule droit, donc on a une image qui est un petit peu tronquée, qui ne représente pas l'ensemble de la fonction. Et la problématique, évidemment, c'est que la masse ventriculaire droite est limitée quand on utilise une seule vue. Et donc, la multiplication des vues, effectivement, est probablement quelque chose qui nous est apporté par l'analyse tridimensionnelle et qui n'est pas nécessairement visible avec cette mesure qui est une mesure un petit peu plus conventionnelle. Je voulais simplement vous montrer ceci. On parlait de la dépendance de la précharge. C'est un point qui est très important. La question qui nous est souvent posée, c'est faut-il faire une analyse échocardiographique chez des patients qui sont sous diurétiques? Est-ce qu'il faut interrompre les diurétiques? Et je suis sûr que c'est quelque chose qu'on pourra discuter avec Frédéric, de savoir si c'est important d'être décongestionné ou d'avoir des patients décongestionnés au moment de la réalisation des échos. Il n'empêche que la dépendance de la précharge, elle est vraie pour chacun des indices que vous voyez ici, le TAPS, l'onde S, fractional area contraction, l'imagerie de déformation et l'imagerie tridimensionnelle, qui est peut-être, avec le strain, qui sont peut-être les deux techniques pour lesquelles on a moins de problèmes liés à la dépendance, moins de problèmes de dépendance de la précharge. Mais vous voyez que chacune de ces variables a des avantages et des inconvénients. Il est évident que dans un labo d'écho, quand on a envie d'avoir une estimation rapide et relativement fiable, on va faire une mesure de TAPS, on va faire une mesure d'onde S. Quand on voudra aller un peu plus loin dans l'analyse, on fera du strain et on fera de l'évaluation 3D, mais ces deux éléments ne sont pas indispensables dans la démarche de diagnostic différentiel. Ce sont mes deux dernières diapositives. Finalement, il y a deux niveaux probablement d'évaluation échocardiographique qui sont importants. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau de base. Et vous avez dans la première colonne l'intérêt, ici vous avez la probabilité d'hypertension pulmonaire, le diagnostic différentiel entre HTAP et cœur gauche, en particulier dans les insuffisances cardiaques FEVG préservées, et vous avez une analyse de base de la fonction droite. Vous avez les différents paramètres qu'on veut voir dans un protocole d'échocardiographie, vous avez les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est que avec l'écho, vous avez un premier test de dépistage. Le diagnostic différentiel entre les formes gauche et l'HTAP est assez simple à faire. La relation et l'importance des pressions de remplissage, vous pouvez l'estimer. Et la fonction droite, avec le TAPS, l'onde S, la surface de l'oreillette droite et la présence ou l'absence d'un épanchement péricardique, c'est très facile à faire. Évidemment, le désavantage de ces techniques, c'est qu'elles sont probablement limitées quand il faut aller plus loin. Et si nous voulons aller plus loin, il y a une évaluation plus précise que nous pouvons faire, et on peut faire de l'échocardiographie avancée. Dans le diagnostic différentiel, on peut ajouter le strain de l'oreillette gauche. C'est devenu, pour les cardiologues qui s'occupent d'insuffisance cardiaque, un test qui est de plus en plus utilisé avec l'élaboration de ce concept pathophysiologique de défaillance auriculaire gauche comme faisant le lit de l'hypertension pulmonaire dans les maladies cardiaques gauches. Pour la fonction droite, la fonction, plutôt l'imagerie de déformation, le strain du ventricule droit et l'analyse tridimensionnelle, c'est probablement ces deux techniques qui, une fois qu'on arrivera un peu plus dans la validation, seront des techniques qui seront utilisées, elles le sont déjà, mais elles seront utilisées en routine dans l'évaluation de nos patients. Et je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est peut-être pour susciter de l'intérêt pour une autre réunion. L'écho de stress et l'écho à l'effort
présente un gros intérêt qui est l'évaluation de la réponse non seulement du système du ventricule gauche, mais aussi des vaisseaux pulmonaires au cours d'un effort physique dynamique, avec un double avantage de faire un diagnostic différentiel d'une dysfonction diastolique ou d'une régurgitation mitrale, mais aussi d'augmenter la suspicion que le malade que vous mettez sur la table d'effort pourrait avoir une maladie vasculaire pulmonaire, mais ceci devait faire l'objet d'un peu plus de temps pour pouvoir débattre de ce point. Et je vais maintenant m'arrêter là et repasser la parole à Saïd pour la suite des présentations et principalement la présentation de Fred.